Mais ça serait un problème, l'absence d'ego. Enfin, disons, se débarrasser de l'ego serait un problème si on en avait un. C'est-à-dire que si vraiment il y avait quelque chose au fond de nous-mêmes qui nous caractérise, qui soit vraiment l'essence de nous-mêmes, alors évidemment, si on s'en débarrassait, ça serait comme d'extirper le cœur de notre poitrine, on deviendrait un légume ou un robot. Mais ça c'est vrai s'il y avait un ego, effectivement, qui soit une entité séparée. Or, on a ce sentiment bien sûr, qu'il y a moi, c'est moi qui étais petit, c'est moi qui suis un adulte, c'est moi qui deviens un vieillard, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui ai faim, etc. Bien sûr, quand on se réveille le matin, on pense j'existe, j'ai faim, j'ai froid, ça c'est pas un problème, c'est simplement la preuve qu'on existe. Mais de là à dire qu'il y a un ego qui ressent tout ça, qui est finalement quelque chose de distinct, parce que sinon, s'il n'y avait pas quelque chose de distinct, à quoi bon parler d'un ego, hein? Donc où se trouve-t-il? Le bouddhisme dit, oh très bien, regardons-le. S'il existe, il doit être quelque part, il doit exister d'une certaine façon. Alors effectivement, on le trouve nulle part, on ne le trouve pas dans une partie quelconque de notre être, dans le cœur, dans la tête, dans les membres, il n'est pas dissous dans l'ensemble comme du sel dans l'eau, il n'est pas non plus en dehors de nous-mêmes. Alors bon, on ne le trouve pas dans le corps, le plus simple c'est de dire c'est dans le flot de notre conscience. Mais c'est pareil, le flot de conscience, si on le regarde, l'instant passé est mort, l'instant futur n'est pas arrivé, l'instant présent ne demeure pas, et il ne peut pas être le support d'un ego qui serait suspendu comme ça en l'air entre un passé qui n'existe plus, simplement par son influence, et un futur qui est simplement une projection et une imagination. Donc qu'est-ce que c'est que l'ego finalement? C'est un nom. Nous avons un fleuve, le fleuve de notre corps et de notre conscience qui court pendant l'espace de cette vie, et peut-être de vie à venir, mais cette continuité, ce flot dynamique en constante transformation. Alors bien sûr, ce fleuve, il a des qualités. Il est plus ou moins souillé par les sédiments, par des polluants chimiques, par tout ce qu'on veut. Il peut être purifié. On peut purifier l'eau d'un fleuve pour la rendre potable. Ou naturellement, il peut se trouver purifié en passant sur le sable. Donc ce fleuve a des qualités. Il suit aussi un certain parcours individuel qui est différent d'un autre fleuve. Donc on lui donne un nom. On l'appelle le Gange, la Seine, le Mississippi, l'Amazone. Qu'est-ce que c'est que l'Amazone? C'est rien. C'est un nom donné à quelque chose qui se transforme constamment. Mais il n'y a pas d'entité Amazone, ne serait-ce que dans un seul goutte de l'eau de l'Amazone. Mais le nom, bien sûr, a une certaine importance. Ça permet de reconnaître une certaine identité par le nom. Donc l'ego, c'est simplement une désignation qui a son importance, mais qui ne recouvre pas une entité autonome. Donc, on ne se débarrasse pas de l'ego parce qu'il n'a jamais existé, on comprend quelle est sa nature. Donc par rapport à une conception de l'ego comme étant un centre, une entité autonome qui existe en nous, qui soit constante et qui nous caractérise, ça a l'air de se débarrasser de l'ego. Mais en fait, si vous voyez dans une pièce sombre une corde qui est lovée, qui a plusieurs couleurs, et vous ne voyez pas très bien, vous dites ça c'est un serpent. Alors brusquement ça devient un serpent. Vous avez l'entité serpent qui se trouve là, vous avez peur, vous allez prendre un bâton, etc. Puis brusquement vous allumez la lumière, vous voyez c'est une corde. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne vous êtes pas débarrassé du serpent, il n'y a jamais eu de serpent. Vous avez compris la nature de l'illusion serpent. Ça ne vous empêche pas qu'il y ait aussi une corde, il y a donc le flot de transformation de la personne, de l'individu, mais il n'y a pas d'entité égo. Il n'y a pas donc, si on prend l'exemple du fleuve, il n'y a pas de barque qui parcourt ce fleuve, comme une entité au sein de ce flot de la conscience et du corps. Donc, ce n'est pas du tout un problème de comprendre la vacuité d'existence propre de l'ego, c'est simplement acquérir en fait une grande liberté par rapport à l'illusion qui nous enchaîne d'un ego qui existerait vraiment. Donc la vacuité dans le bouddhisme, ce n'est pas le néant, ce n'est pas l'absence, on n'enlève pas quelque chose, c'est de comprendre la nature des choses, à savoir l'absence d'existence autonome, permanente, intrinsèque, à la fois des phénomènes qui sont aussi un flot
d'interdépendance, de relation que d'entité. Et pareil, l'ego n'est pas non plus une entité, l'ego est vide d'existence propre. Donc la vacuité, ce n'est pas l'absence de phénomènes, c'est la nature même des phénomènes. Et ça, c'est très important, parce qu'au XIXe siècle, on pensait que le bouddhisme était du nihilisme, à savoir la négation du monde, ce qui n'est pas du tout le cas, mais c'est l'explication du monde. On a l'idée que si tout est vide, rien ne peut fonctionner. C'est tout le contraire. C'est parce que c'est vide d'existence permanente, autonome et intrinsèque que ça peut fonctionner. Si le ciel était fait en bois, rien ne se produirait, on ne pourrait pas voyager, on ne pourrait pas bouger, il n'y aurait pas d'avion, on ne pourrait pas faire le moindre mouvement si l'espace était solide. C'est parce que l'espace est dénué de substantialité qu'il peut y avoir les continents, les êtres qui se déploient, etc. Donc, l'absence d'existence permanente, autonome et intrinsèque est ce qui permet aux phénomènes de se déployer. C'est ce qui leur permet de se fonctionner. C'est pour ça qu'il y a une phrase dans la Prajnaparamita, la perfection de la sagesse transcendante, qui dit « parce que tout est vide, tout peut être ». Donc tout peut apparaître. Et si ce n'était pas le cas, rien du monde phénoménal ne pourrait se déployer. Donc la vacuité, encore une fois, ce n'est jamais l'absence de phénomènes, c'est la nature fluide des phénomènes qui est donc dénuée de solidité, d'existence propre. Et c'est ce qui leur permet, aux lois de cause à effet, de s'effectuer. Alors, vie contemplative et vie active. Pourquoi est-il nécessaire de se transformer soi-même avant de transformer le monde? Parce que tant qu'on est sous l'emprise de l'ignorance, on est attiré à droite à gauche par l'attraction, la répulsion, l'orgueil, l'avidité, l'animosité, etc. Donc, on n'est pas capable de fonctionner de façon bienfaisante. On essaie de bricoler un petit peu avec toutes nos aspirations qui peuvent être excellentes, mais la confusion mentale est telle qu'il est très difficile de trouver l'action, la parole, la pensée juste. Donc il est essentiel d'effectuer cette transformation dans ce but. Et on dit que un contemplatif qui fait une retraite, c'est jamais simplement pour être tranquille. S'il le faisait, ça serait simplement, c'est pas la bonne façon de le faire. Ça serait comme les animaux sauvages qui sont dans la montagne, les oiseaux, les biches, ils ne sont pas éveillés pour autant. Donc l'idée c'est de se dire, voilà, j'ai beaucoup de mal à aider les autres, j'ai beaucoup de mal à m'aider moi-même, j'ai beaucoup de mal à vivre ma propre existence. Donc il faut que j'y voie un peu plus clair dans tout ça. Et pour y voir un peu plus clair, souvent c'est pas au sein de l'action effrénée, on est un peu comme un singe qui est attaché avec plein de ficelles, et il veut se détacher de ces ficelles parce qu'il veut être libre. Mais le problème c'est qu'il s'agite beaucoup trop. Donc, il a beaucoup de mal à défaire les nœuds. Donc il faut un moment de calme où on regarde en soi-même, on essaie de voir qu'est-ce qui compte vraiment dans notre existence, qu'est-ce qui compte moins, afin de pouvoir un petit peu défaire tous ces nœuds intérieurs. Donc trouver une certaine liberté qui nous permet d'avoir une compréhension de la façon dont fonctionne notre esprit, la façon dont fonctionne celui des autres, pour avoir une façon d'agir et de penser plus juste, c'est-à-dire plus altruiste, qui préserve à la fois notre propre bien-être, nos aspirations, et ceux d'autrui. Donc ça, c'est l'essence de la vie contemplative. Ce n'est pas pour se retrancher du monde, mais pour mieux aider le monde, en quelque sorte.